cet événement est organisé avec Altruisme Efficace France en partenariat avec JPAL, notamment via la présence de Ilf, qui est le vice-président de JPAL Europe. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà un peu l'altruisme efficace, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Par contre, si vous avez des questions ou vous désirez en savoir plus sur l'altruisme efficace à l'issue de cette conférence, n'hésitez pas à nous contacter soit via notre page Facebook ou la page Twitter, ou bien via le mail contact@altruismeefficacefrance.org, ou même rester à la fin de la conférence pour me poser vos questions, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Tom, à la fois de l'invitation et de l'introduction. Pourquoi je suis parmi vous aujourd'hui c'est pour vous parler de ce qu'on appelle en anglais l'Evidence-Based Policy Movement. Donc c'est ce mouvement qui essaye de fonder les politiques publiques sur les preuves. Et aujourd'hui, je vais particulièrement vous parler des politiques de développement. J'aurais une petite introduction initiale pour vous dire quelques mots de JPAL pour que vous sachiez un peu d'où je vous parle. Et ensuite, je prendrai tout de suite deux petits exemples, plutôt que de commencer par la partie méthodologique qui n'est pas forcément la plus rigolote. Deux petits exemples qui essaieront de recontextualiser ce qui s'est passé ces dernières décennies et pourquoi ce type d'approche a pu changer un peu les termes du débat public sur un certain nombre de questions. Ça rendra les choses plus concrètes. Ensuite, il faut quand même parler un peu de méthodologie. Alors, je ne sais pas du tout quel est votre profil à vous tous, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses, si vous avez déjà tous une connaissance un peu précise des méthodes d'évaluation d'impact et que ça ne sera qu'une redite d'un niveau très très bas, n'hésitez pas à me dire, comme ça je passe plus vite là-dessus et on passe plus de temps sur les exemples ou les questions concrètes. Je dirais un petit mot des différents acteurs du champ et des tendances. Et je finirai par une autre étude un peu plus détaillée où on essaiera de se poser aussi la question de la validité externe des résultats d'évaluation. Voilà, on est parti. Alors, un petit mot sur ce qu'est JPAL. Donc, comme Tom l'a dit, je suis le directeur adjoint, non pas le vice-président de JPAL Europe. Je ne suis pas encore assez hauteur là. C'est un réseau de chercheurs avant tout. Donc, ça a commencé il y a une quinzaine d'années au MIT aux États-Unis avec un petit laboratoire dans le département d'économie du MIT. Et c'est un réseau qui s'est beaucoup agrandi, puisque maintenant on a plus de 200 chercheurs affiliés. C'est des chercheurs qui sont basés un peu partout dans le monde, avec un nombre assez important aux États-Unis, qui travaillent à la fois sur des questions internationales et domestiques. Et aussi beaucoup en Europe. On doit avoir une trentaine de chercheurs basés en Europe, mais également en Amérique latine et maintenant quelques-uns aussi en Afrique ou en Asie, ce qui est évidemment un des grands objectifs pour nous. Ces chercheurs sont unis par deux choses, on va dire. D'une part, leur souhait de travailler sur la lutte contre la pauvreté, comprise au sens très large. On n'a vraiment pas une définition très restrictive de la pauvreté. C'est tout ce qui relève de questions sociales et ce qui va à la fois concerner des populations directement en situation de pauvreté, bon, quelle que soit la définition qu'on prend de la pauvreté, mais aussi tout un certain nombre de groupes de gens qui sont dans des situations, qui affrontent des problèmes sociaux sans forcément être en situation de pauvreté stricto sensu. L'autre chose les unissant, c'est la méthodologie, puisque c'est un réseau qui promeut et utilise les évaluations d'impact à assignation aléatoire, que j'appellerai au fur et à mesure de la lecture évaluation aléatoire ou évaluation randomisée, très connu sous le nom de RCT en anglais, donc Randomized Control Trials. Ce réseau, les chercheurs de ce réseau, à ce jour, ont mené ou sont en train de mener plus d'1 millier d'évaluations dans beaucoup de pays du monde. Vous voyez sur la carte des gros points colorés en Inde, dans l'Est de l'Afrique, mais il y a énormément de choses qui se font aussi aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe. C'est une méthode qui s'applique à beaucoup de contextes. Il y a une discussion, il y a un débat sur l'utilité, les limites de ce type d'approche. On
pourra en parler en fin de présentation si vous voulez. Mais une réalité claire, c'est que depuis des années maintenant, ce type d'évaluation ont lieu. Donc c'est tout à fait faisable malgré les challenges en termes de financement, en termes de faisabilité de l'approche. On arrive à en faire sur des thématiques qui sont de plus en plus diverses. Vous voyez les 10 secteurs de JPAL en bas de la carte. Donc ça va aussi bien des secteurs très traditionnels, on va dire, que sont l'éducation, la microfinance, la santé, à des choses beaucoup plus variées avec les thématiques environnementales, par exemple, les thématiques crime and violence, les thématiques de genre. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites assez différentes sur le sujet. En un mot, ce qu'on fait à JPAL, c'est à la fois la recherche, donc ça c'est plutôt nos chercheurs et les équipes de travail avec qui s'en occupent, mais la partie valorisation des résultats de la recherche est très importante, puisque l'idée c'est pas juste de publier des beaux papiers académiques comme nos chercheurs aiment le faire, mais également de toucher un public plus large. Alors large, tout est relatif, c'est rarement un très très large public, mais quand même de pouvoir transmettre les résultats des évaluations aux décideurs publics, aux gens qui travaillent dans le monde associatif, à différents types de personnes. Et on a en lien avec ça toute une activité formation qui va depuis les utilisateurs de résultats jusqu'à aussi des formations plus avancées pour les gens qui sont dans la recherche eux-mêmes. Voilà, en quelques mots. L'idée générale, l'idée de départ, on va dire, c'est que quand on pense politique publique, ici, quand je dis politique publique, c'est pas forcément par des acteurs publics, hein, ça peut être aussi, j'inclus les acteurs associatifs, les ONG, c'est les politiques pour le bien commun, on va dire, de manière générale. On réfléchit souvent en termes de grandes questions. Comment on fait pour lutter contre il faut faire quelque chose contre le décrochage scolaire. Il faut faire quelque chose pour réduire l'absentéisme à l'école ou pour améliorer le taux de couverture vaccinale. Et on va avoir des débats qui sont souvent à un stade assez élevé, un affrontement de grands principes sur les approches. C'est très bien, ça fait partie du débat public, c'est normal. Mais on se rend compte que dans la réalité, l'étage d'en dessous, l'accrochage entre le grand principe et l'action de terrain est absolument fondamental. Et que des politiques très bien intentionnées peuvent se révéler complètement inefficaces parce que l'approche concrète et la mise en musique de la décision de haut niveau ne se fait pas, se fait mal, et on se heurte souvent à des détails. Le diable est dans les détails pour beaucoup de choses. Et du coup, vous pouvez avoir, en fait, la différence entre quelque chose qui marche et quelque chose qui marche pas peut être au départ presque infime. C'est vraiment une petite différence d'approche, de conception du programme qui fait que ce que vous comptiez faire se révèle être un plein succès ou bien à des résultats plus mitigés. Et je pense que les exemples qu'on va donner après vont permettre de le voir. Et tout ça se justifie particulièrement par le fait qu'on est dans un monde aux ressources limitées. C'est pour ça que c'est beaucoup des économistes qui travaillent là-dessus, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à la rareté et à l'utilisation optimale des ressources qu'on a, qui ne sont pas infinies. Voilà, petite introduction très, très générale. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions. Je vais tout de suite passer aux 2 premiers exemples et ça permettra de rentrer plus dans le vif du sujet. Le premier exemple a trait au déparasitage des enfants. On sait depuis longtemps, les médecins le savent depuis longtemps, mais en termes de politique de développement, ça a été quelque chose qui est particulièrement apparu dans les discussions durant les années 90. Il y avait un certain nombre, il y avait un vrai problème lié aux vers intestinaux. Je vous dispense des termes scientifiques et médicaux. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans l'assemblée. J'espère que non, comme ça ils ne me reprendront pas sur mes approximations médicales. Mais en tout cas, ce problème, en particulier dans les pays en développement et en particulier en Afrique, d'infection par des vers intestinaux, est apparu comme un problème à la fois de santé, mais aussi de développement, par les conséquences que la mauvaise santé pouvait avoir
par exemple sur l'éducation des enfants, mais également sur l'activité économique. Ce qui débouche d'un point de vue institutionnel formel sur une résolution de l'Assemblée mondiale de la santé en 2001, l'Assemblée mondiale de la santé étant un organe décisionnaire de l'OMS, qui dit, voilà, je vous ai mis un petit extrait, qu'il y a 2 milliards de personnes dans le monde sont infectées par les vers intestinaux, et parmi elles, 300 millions sont gravement atteintes. Donc concrètement, ça veut dire des dizaines de milliers de morts par an liées à ça, et des conséquences indirectes, comme je le disais. Du coup, ok, problème bien identifié, il y a un vrai problème de santé publique, faisons quelque chose. Et c'est là que les questions se posent. C'est là que un débat dans ces années-là apparaissait sur la stratégie. Et je pense que de manière intéressante, sans du tout faire de parallèle ou de lien, mais la période Covid qu'on a vécue nous rappelle à quel point les choses ne sont pas évidentes en termes de santé publique et qu'on peut de bonne foi se poser des questions et manquer d'éléments de réponse rigoureux et tangibles pour faire des choix. Et là, c'était un peu pareil. Il y avait un vrai débat sur la meilleure stratégie, qui était la stratégie, on va dire, un peu par défaut, qui était celle la plus couramment adoptée, était celle de diagnostic-traitement. Donc, il fallait identifier les personnes, en particulier les enfants qui étaient atteintes par des vers intestinaux, et les traiter, ce qui semble tout à fait raisonnable comme approche, hein, parce que dans la vraie vie, quand on n'a pas les 20 ans de recul qui permettent de se rendre compte des choses, quand on est confronté aux choses, tout est toujours, enfin, il y a beaucoup de choses qui apparaissent comme étant très raisonnables, y compris les choses qui sont complètement foireuses. Donc, c'est pas du tout, il ne faut pas penser que les bonnes solutions apparaissent par une sorte d'évidence, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'autres personnes à ce moment-là ont dit non, il ne faut pas procéder comme ça, il faut procéder par un traitement de masse. Dès qu'on arrive à un certain taux de contamination dans une zone, il faut traiter tout le monde. Et du coup, gros débat sur est-ce que c'est l'utilisation optimale des ressources, est-ce que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, etc. Ce débat a contribué à être tranché. On peut considérer qu'il est en partie, on va dire, largement tranché. En tout cas. Par des évaluations qui ont été menées par des affiliés à GIPAL, enfin ce qui n'était pas encore à GIPAL quand ça commence, puisque c'était avant la création du réseau en tant que tel. Mais en 1999, au Kenya, un certain nombre de chercheurs commencent à travailler sur le sujet. Ils y viennent par l'éducation. C'est-à-dire que là, la question, c'est Michael Kremer et Edward Miguel, vous aurez les noms après, qui commencent à travailler vraiment sur la question de l'absentéisme scolaire. Et parmi un certain nombre de blocages qui décèlent, parce qu'en gros, il y avait la scolarité était devenue obligatoire, les taux d'inscription à l'école étaient très élevés. Donc, de ce côté-là, on avait l'impression qu'on avait fait des progrès sur la scolarisation à l'école primaire des enfants au Kenya. Et en fait, la participation à l'école, le fait de venir effectivement à l'école était beaucoup trop basse par rapport au nombre d'enfants inscrits. Il y avait beaucoup d'absentéisme, il y a plein de gamins qui ne venaient pas. Et du coup, pourquoi? Et beaucoup d'hypothèses qui sont avancées, et on essaye de voir ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça. Ça allait depuis il faut que les uniformes soient gratuits à il faut subventionner les manuels scolaires, à il faut mieux informer les parents. Et dans la liste de ces pistes envisagées apparaît la question du déparasitage. Et donc, c'était pas forcément, au moment où il lance les premières études, c'était pas forcément le truc dont il était évident à tout le monde que ça allait faire une grosse différence. Il y avait vraiment une question très ouverte qui se posait. Et du coup, ils ont commencé à travailler avec une ONG hollandaise qui s'appelle International Child Support, en partenariat avec les autorités sanitaires de la région de Busia, dans l'ouest du Kenya, pour tester une approche de déparasitage systématique et massif des enfants, avec un traitement très simple, hein, puisqu'il s'agit juste de prendre un comprimé une à deux fois par an. Et l'intérêt de c'est pas une étude, en fait, c'est une suite d'études qui a été menée par donc Michael Kremer et Edward Miguel, et ensuite des co-auteurs à eux, et ensuite par Osier, qui ont suivi sur un temps très long. Donc, on a pu avoir l'impact du déparasitage sur des gens qui ont commencé à être déparasités enfants, et on les a suivis jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est un contexte vraiment intéressant.
Ce que ça a montré, cette étude-là, je passe très vite, hein, c'est vraiment un exemple liminaire, donc je ne rentre pas dans les détails des résultats. Si vous êtes plus intéressé, je vous, évidemment, peux communiquer toutes les références, mais vous les trouverez facilement. C'est qu'il y a à la fois un résultat en termes de santé, puisqu'il y a une baisse des infections. Bon, ça semble assez logique, mais il y a aussi un impact fort sur l'absentéisme scolaire, parce que très clairement, on était dans des situations où les enfants soit ne pouvaient pas aller à l'école parce qu'ils étaient eux-mêmes trop affaiblis par les vers intestinaux, soit devaient s'occuper d'un petit frère ou d'une petite sœur qui était infecté et du coup était empêché d'aller à l'école pour ces raisons-là. Donc il y avait, ça s'est avéré comme étant une des causes majeures d'absentéisme scolaire et un des leviers majeurs de l'action publique pour le réduire. Et à long terme, donc on a pu suivre les cohortes et ça a montré à la fois des gains cognitifs et donc des gains en termes de revenus pour les jeunes adultes qui ont commencé leur vie professionnelle tout à fait majeurs. Et donc cette approche-là, qui a été comparée à l'approche plus traditionnelle où on attendait d'avoir le diagnostic pour traiter, l'approche déparasitage de masse, est apparu comme étant un investissement vraiment complètement pertinent parce que le coût du traitement en soi n'est pas délirant, mais quand vous investissez des moyens sur cette approche-là, vous avez des retours très clairs en termes de scolarité, en termes de productivité plus tard. Ça a fait un peu de bruit, c'est-à-dire que les résultats ont été présentés, comme je vous disais, on essaye de pas juste les cantonner à la belle sphère académique, mais aussi à aller les présenter dans divers cénacles. Là, en l'occurrence, ça a été Michael Kremer et Esther Duflo l'ont présenté à Davos en Suisse, au Forum économique mondial et évidemment dans plein d'autres cénacles nationaux au Kenya et internationaux. Et ça a eu des conséquences. Donc là, alors, conséquences directes, évidemment, on ne prétend pas que la recherche est la seule cause de ce qui se passe après, hein, mais on peut raisonnablement penser que ça a été un des éléments qui ont contribué à une tendance, d'abord kenyane de généralisation du programme, donc le National Deworming Program qui a été lancé en 2009, je crois, au Kenya. Ensuite, à d'autres pays, il y a une initiative internationale qui s'appelle Deworm the World, qui a été créée à ce moment-là, qui fait maintenant partie d'une structure Evidence Action. C'est des gens avec qui on travaille beaucoup, c'est des gens qui font du scale-up, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les programmes qui marchent bien et ils vont travailler à leur diffusion, à leur généralisation et leur diffusion à d'autres contextes. Donc, vous voyez sur la photo que ça a été le cas en Inde, aussi dès 2009, avec les petits-enfants là qui disent I am dewormed. Donc, avec un parallèle que j'ai trouvé amusant entre l'indépendance de l'Inde et la nécessaire indépendance par rapport au fait de se libérer des vers, des parasites intestinaux. Mais à d'autres pays également, donc l'Inde, mais aussi au Vietnam, mais aussi au Nigeria, en Éthiopie. Enfin, il y a vraiment une répercussion sur beaucoup de pays. Ça s'est traduit, et ça c'était vraiment une étape très importante, par une recommandation de l'OMS. Donc, c'est-à-dire que maintenant, quand vous allez sur la page vers intestinaux de l'OMS, vous avez cette formulation sans ambiguïté qui dit qu'il faut administrer périodiquement sans diagnostic individuel préalable. C'est moi qui ai mis en gras, hein, parce que c'était ça les termes du débat. Donc, jamais personne n'a débattu sur le bien fondé de déparasiter. Tout le monde c'est évident que c'est mieux que des enfants aient pas de vers intestinaux plutôt qu'ils en aient. Mais la question de quelle approche on adopte, ça c'était une vraie question à trancher. Donc sans diagnostic individuel préalable, un traitement médicamenteux pour le déparasitage à l'ensemble des personnes à risque habitant dans les régions d'endémie. Voilà. Et ça a eu aussi, donc il y a eu des campagnes qui ont été lancées en Afrique francophone, par exemple, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, etc. Voilà, donc ça c'était un premier exemple sur le déparasitage qui montre le lien, enfin la succession d'événements. Là, on n'est pas dans l'établissement d'un rapport de causalité fort, donc je ne veux pas dire que c'est grâce à Michael Kremer que l'OMS change sa recommandation, mais il y a clairement une tendance qui s'est nourrie des résultats de recherche. Le deuxième petit exemple que je voulais partager avec vous en la matière, c'est sur la gratuité des produits de santé préventive. Et en particulier, l'histoire a pas mal commencé, pas que, mais enfin, elle a aussi commencé avec la question des moustiquaires imprégnés d'insecticides.
Je ne pense pas que ce soit nécessaire de vous rappeler à quel point le paludisme est une maladie meurtrière en Afrique. Avec les chiffres de l'OMS de 2016 font état de 212 millions de cas par an, plus de 400 000 décès. Et donc ça, c'est dans le monde, et 90% des cas et 92% des décès sont en Afrique subsaharienne. Donc c'est un enjeu de santé publique absolument majeur. On sait, et ça, c'est, si vous voulez, on n'a pas trop de doutes sur les façons de combattre le palu, et l'une des meilleures, c'est d'éviter de se faire piquer par les moustiques. Et l'une des meilleures façons de ne pas se faire piquer par des moustiques, c'est de dormir sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides. La question qui se posait donc n'était pas tellement sur le traitement, mais là encore, c'était sur l'étage d'en dessous, l'articulation concrète. Est-ce qu'il faut distribuer gratuitement les moustiquaires ou est-ce qu'il faut les faire payer? Alors, faire payer, ça ne veut pas forcément dire les faire payer au prix du marché, mais on peut les subventionner. Mais en tout cas, est-ce qu'il faut qu'il y ait un élément de prix? Et on s'est retrouvé, alors toujours au Kenya, je me suis rendu compte à la fin de ma préparation de slides que tous les exemples que je vais vous donner aujourd'hui viennent du Kenya. Donc il ne faut pas que vous croyiez qu'on travaille exclusivement au Kenya ou que tout ce qui se fait d'intéressant se fait au Kenya, mais en l'occurrence, c'est un pays où on a eu beaucoup d'expérimentations absolument majeures. Donc en 2006 au Kenya, on est dans une situation où les deux modèles sont mis en œuvre par des ONG différentes. Vous avez d'un côté une très grande structure qui s'appelle Population Services International, qui préconisait ce qu'en anglais on appelle le cost sharing, donc où on va demander à l'utilisateur de payer une partie du prix du produit. Et il y a plein de bonnes raisons à ça. C'est-à-dire qu'en tout cas, en amont, quand on n'a pas de preuves solides, on peut se dire que c'est une très bonne idée et que c'est ce qui donne de la valeur au produit. C'est toujours ce qu'on vous disait à l'époque, c'est oui, mais si vous ne faites pas payer les gens, ils vont s'en servir comme abat-jour ou comme filet de pêche. C'était quelque chose que, vous savez, les vieux routiers du développement que vous croisiez vous disaient, enfin, il y en avait un certain nombre d'entre eux qui avaient des idées très arrêtées sur le danger de distribuer les produits gratuitement parce que ça aurait de mauvaises conséquences sur leur utilisation. À l'inverse, une autre ONG qui s'appelait TamTam, donc Together Against Malaria, prenait, elle, la distribution gratuite avec le pressentiment que le cost sharing conduisait à un take-up, à une utilisation, un accès très, très bas au produit. Bon. Du coup, l'étude qui a été menée, elle a été menée par TamTam et des chercheurs, Pascaline Dupas et Jessica Cohen. Donc, TamTam, qui prônait la gratuité, a voulu tester le truc et avoir des arguments un peu plus forts pour justifier leur position à eux. Donc, eux, il se trouve qu'ils étaient convaincus par la gratuité, mais ils étaient aussi convaincus qu'il fallait le prouver. Et ils ont testé, donc avec un design assez compliqué, ou enfin en tout cas avec beaucoup de groupes, ils avaient des gens qui allaient le recevoir gratuitement, des gens qui allaient payer un peu plus, et jusqu'au prix complet ou quasi complet, pour tester la sensibilité au prix et qu'est-ce que ça changeait de faire payer un peu plus, pas beaucoup ou beaucoup. Les résultats ont été assez spectaculaires. Ça a montré, une étude qui a montré que l'acquisition des produits s'effondre dès qu'on fait payer. Ça va très très vite. Dès que vous faites payer un petit peu, vous voyez, donc quand vous donnez gratuitement, bon, par définition, les gens ont la moustiquaire puisque vous la leur donnez. Dès que vous commencez à faire payer, ça s'effondre très vite. Et vous vous retrouvez assez rapidement. Alors, je ne sais pas quel est le prix, quel aurait été le prix du marché d'une moustiquaire. Je crois que c'est 7 $. Je ne sais pas combien ça fait en shilling kényan. Mais vous arrivez là, on n'est pas encore au prix complet hein, si vous devez l'acheter sur le marché et vous êtes à moins de 40% de gens qui l'achètent, même si vous leur dites c'est super utile, il faudrait que vous l'achetiez et on vous la subventionne en partie. Et l'autre résultat, l'autre courbe majeure de cette étude, c'est la courbe de l'utilisation. Donc là, il y a eu des enquêtes hein, où on allait dans les ménages pour voir déjà où était ce que faisait la moustiquaire. L'avantage de la moustiquaire, c'est que vous pouvez observer un peu ce que les gens en font. Vous n'êtes pas complètement dans le déclaratif.
parce que c'est pas quelque chose qui est censé être rangé dans un tiroir. Et du coup, il y avait des enquêteurs qui à la fois demandaient aux ménages quelle en était leur utilisation, mais qui aussi observaient où elle se trouvait, si elle était installée au-dessus du lit ou près du lit, prête à être déployée. Et on voit en fait que ça changeait pas grand-chose. C'est-à-dire que il y a un petit creux. Alors je ne peux pas vous expliquer pourquoi entre gratuit et un peu payé, vous avez une petite baisse du taux d'utilisation, mais on se rend compte que quel que soit le prix, est-ce qu'on l'ait eu gratuitement, qu'on l'ait payé un peu ou un peu plus ou plus, on se retrouve à peu près dans la même gamme d'utilisation entre 50 et 70% des ménages qui utilisaient la moustiquaire comme ils étaient censés le faire. Du coup, c'est des résultats qui sont très intéressants et qui ont eu aussi une influence pratique. Alors, il y a beaucoup de bailleurs et ONG qui se sont appuyés là-dessus pour le recommander. Alors, DFID, qui s'appelle maintenant FCDO, qui est l'agence britannique de coopération, Save the Children, des agences des UN. Le gouvernement britannique a nommément cité l'étude de Jessica Cohen et de Pascaline Dupas comme raison de préconiser la gratuité. Et de nombreux pays, en particulier en Afrique ou en Asie, ont aussi préconisé la gratuité de la distribution des moustiquaires. Et ce qui est intéressant, c'est que même les plus réticents ont changé leur position. C'est-à-dire que Population Service International, dont je parlais au début, qui était plutôt sur le cost sharing, a basculé vers la gratuité, ce qui est tout à leur honneur. Hein. Il n'y a aucune honte à avoir eu la mauvaise idée au départ, mais par contre, c'est tout à fait honorable de reconnaître les résultats d'une recherche qui vont dans l'autre sens et d'adapter la pratique. La Banque mondiale, qui était un grand promoteur du cost sharing, a changé son fusil d'épaule sur cette question-là, et l'OMS aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui était vrai, c'est que ça a contribué à construire un savoir plus général. Ce qui est toujours un peu l'objectif de ces évaluations, c'est très bien montrer que spécifiquement les moustiquaires au Kenya, mieux vaut ne pas les faire payer, c'est très bien. Mais si on peut réussir à mieux comprendre les mécanismes et les comportements des gens de manière un peu plus générale, c'est encore mieux. Et beaucoup de produits de santé préventive ont montré des résultats tout à fait similaires. Que ce soit la chlorine pour désinfecter l'eau, que ce soit le savon, que ce soit le déparasitage, les vers intestinaux aussi. On a tout un nombre d'études concordantes qui montrent cet effondrement du take-up, de l'accès aux choses qu'on fait payer. Et c'est très intéressant parce qu'il faut mesurer à quel point les ménages pauvres des pays en développement, des pays à bas et moyens revenus, dépensent énormément pour leur santé. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on est dans des contextes de gens qui de toute façon n'ont pas d'argent pour la santé, ce n'est pas vrai du tout. Sauf qu'ils ne dépensent pas pour la santé préventive. Parce qu'il y a quelque chose de profond, je pense, dans l'être humain qui fait qu'on a du mal à se soigner quand on est en bonne santé. Et la santé préventive n'est pas naturelle. C'est-à-dire qu'autant quand on est malade, on est prêt à dépenser des sommes assez importantes et à faire des efforts assez importants pour aller mieux, mais la maladie hypothétique future n'est pas quelque chose de très motivant. Se dire je vais dépenser de l'argent maintenant pour éviter d'être malade dans peut-être 10 ans ou on ne sait pas, ou peut-être pas. C'est vraiment pas quelque chose qu'on fait naturellement. Et c'est pour ça, si vous réfléchissez au système de nos pays développés, que ce sont généralement des choix contraints. C'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas le choix de vous vacciner. Par exemple, la vaccination étant le choix, le truc le plus évident. Si vous voulez inscrire votre enfant à l'école, il faut qu'il soit vacciné. Donc c'est une contrainte extrêmement forte. Et il y a beaucoup de choses, de dispositifs dans les pays développés qui font les choix à votre place. Et tout ne repose pas sur vous. Dans les pays où tout repose sur vous, la santé préventive, c'est souvent ce qui passe à l'as, ce qui est un peu négligé pour des raisons complètement compréhensibles. Et c'est pour ça que c'est un investissement de santé publique très pertinent de rendre ces produits gratuits parce que voilà, ce que vous investissez en moyens là-dedans, vous le récupérez, peut-être pas au centuple, je ne sais pas, mais très clairement, ça réduit ensuite la charge des maladies et de ce que ça fait peser sur votre système de santé et aussi sur d'autres aspects, sur votre scolarité, sur la productivité de votre population.
Voilà, donc ça c'était une longue introduction en fait à partir de ces deux exemples. Je ne sais pas si vous avez des questions juste là ou si je passe tout de suite à la méthodologie sous le contrôle vigilant et j'espère bienveillant de nos amis de l'ENSAE. Moi, j'ai une petite question, si les autres n'en ont pas. Est-ce que tu sais de combien de temps a été le lag entre le moment où l'étude, par exemple, de TamTam est sortie et le moment où les autres associations et la Banque mondiale ont changé leur position? Là, assez vite en fait. Ça, c'est des exemples, c'est un peu nos exemples vitrines. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas une bonne idée de les présenter en exemple vitrine parce que ça peut donner à croire que les choses se font facilement, ce qui est très souvent pas le cas. Mais il y a quand même, là en l'occurrence, tu vois, l'étude de Pascaline et Jessica, elle est faite en 2006. DFID change son fusil d'épaule, enfin vraiment se met à plaider pour la gratuité dès 2009 et ça va relativement vite que ça devienne une position un peu dominante, on va dire, sur le champ de la santé préventive. Que, à l'inverse, on a des exemples d'interventions pour lesquelles il y a un consensus, on va dire, scientifique euh, ou empirique, où voilà, toutes les études tendent à converger vers tel résultat, et où malgré tout, 10, 15, 20 ans plus tard, ça ne se traduit pas forcément par un changement des pratiques des associations ou des gouvernements. Alors, ce qui est sûr, c'est que le chemin peut être très tortueux. Mais ce qui est aussi un peu normal, c'est-à-dire que la décision publique, en particulier quand elle est de nature politique, quand c'est une décision gouvernementale et de gens qui sont plus ou moins qui sont tenus de rendre des comptes à un moment, qui ont des élections à gagner ou autre, le temps de la décision politique n'est pas le même que celui de la recherche et la décision se fonde sur beaucoup d'autres aspects. Et il y a souvent un élément qui est qu'il est de bon ton de faire le contraire de ce que les gens d'avant ont fait s'ils ne sont pas du même bord politique que vous. On a des exemples assez rigolos liés au transfert monétaire conditionnel, le conditional cash transfers, qui a été aussi, j'en ai pas parlé là, puisqu'on s'était mis d'accord d'axer sur les thématiques plus santé, mais en Amérique latine, ça a été un des premiers champs d'expérimentation et d'utilisation des évaluations randomisées pour prouver, pour fonder des politiques publiques. Il y a une étude au Mexique qui s'appelle Progressa, qui conditionnait des transferts monétaires à un certain nombre de critères santé et éducation. Donc, en gros, il fallait que les enfants aillent à l'école ou qu'il y ait un certain nombre de choses en santé qui soient faites pour débloquer le transfert conditionnel. Et ça a été quelque chose qui a eu aussi beaucoup de succès. Les évaluations ont montré des résultats positifs, qui fait que beaucoup de pays l'ont repris. De manière assez rigolote, le Mexique, ça a été un peu compliqué. Ça mériterait une séance entière sur la vie de Progressa au Mexique, qui déjà a changé plusieurs fois de nom. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que quand le gouvernement qui l'avait fait passer a été battu aux élections suivantes quelques années après, les nouveaux qui sont arrivés avaient été vent debout contre le truc pendant la campagne en disant c'est un scandale, on paye des gens pour faire attention à leur santé ou à l'éducation de leurs enfants, c'est de l'infantilisation, enfin on ne devrait pas utiliser l'argent public pour ça, chacun est responsable de ses gestes, etc. Ensuite, ils arrivent et ils voient quand même que les résultats de l'étude, ils sont assez clairs, quoi, et qu'il y a une nette amélioration sur plein d'aspects. Et ce qui s'est passé au Mexique, c'est qu'ils ont changé le nom. Ils l'ont appelé Oportunidades et plus Progressa. Ils ont dit que c'était complètement différent, mais concrètement, ils ont à peu près gardé la même philosophie du truc. Et depuis, ça a rechangé encore. Donc c'est assez rigolo de ce côté-là. Il y a plein de trucs qui sont pas suivis. Il y a plein de trucs. Alors, je n'ai pas d'exemple pertinent là qui me vient en tête, mais il y a plein de fois. Alors, un exemple, bon, ça a été suivi, mais un peu. J'avais donné un exemple français sur le CV anonyme. C'était compliqué. Si tu veux, tu as un temps aussi de décalage entre le moment où une étude sort et les décisions finales. Bon, je ne veux pas rentrer sur le sujet du CV anonyme, on en parlera en fin de truc si vous voulez, c'est très long. Euh,
il y a plein, on le met moins en avant, mais forcément, il y a plein de trucs sur lesquels on a montré que telle approche, elle n'était pas forcément très prometteuse et ça continue à être fait inlassablement, ça n'a pas d'impact. Ou tel truc qui pourrait être exploré et en fait, ça attire pas trop l'attention. On essaye que ça arrive le moins possible et souvent, ça arrive avec des années de décalage. Mais c'est normal. Enfin, il y a un temps de maturation, il y a un temps d'infusion dans le débat public. Quand quelque chose peut s'ancrer dans les consciences, ça finit par déboucher sur une décision politique, mais ça peut être 10 ans après. Et il y aura certainement plein de trucs. Là, on commence à travailler de plus en plus sur les trucs de changement climatique. Et je suis sûr qu'il y aura des choses qui se passeront comme ça aussi. Tu vois, il y a des études qui montreront qu'il y a des pistes particulièrement prometteuses de réduction des émissions ou autres, mais qui ne seront pas suffisamment vendables politiquement jusqu'au jour où la prise de conscience sera telle et la pression sera telle, espérons pas trop tard, que les choses finiront par changer. Je peux poser ma question? Bien sûr. Est-ce que vous avez bien cerné la raison pour laquelle les gens n'utilisent pas les moustiquaires? D'après mes expériences, c'est beaucoup plus au niveau de l'installation. Certes, c'est quelque chose de trivial, mais c'est beaucoup plus au niveau de l'installation qui empêche les gens d'utiliser les moustiquaires. Parce que c'est un peu compliqué pour eux d'installer, de désinstaller tout le temps. Je vous fais totalement confiance et ça me semble être effectivement une bonne raison. Mais ce qu'on voit, je peux montrer un peu ma slide d'avant, ce qu'on voit en fait, c'est que l'utilisation, elle est assez similaire. Alors, si vous voulez, je conçois tout à fait que dans les 30% de gens là qui sont là, qui n'utilisent pas la moustiquaire, ce soit en partie pour la raison que vous avez indiquée, c'est que c'est juste compliqué, quoi. Alors, mettre le truc, ça, c'est quand il faut le bouger, qu'on peut pas le laisser pendant la journée, il faut le replier ou autre. C'est d'excellentes raisons qui expliquent la non-utilisation. Mais ce qu'on voit ici, c'est que la non-utilisation, en fait, dépend assez peu du prix que les gens ont payé. C'est-à-dire que vous l'ayez eu gratuitement ou que vous l'ayez payé, là en l'occurrence 20 shillings ou Kenyan, vous l'utilisez, il y a à peu près la même proportion de gens qui l'utilisent. L'argument majeur des gens qui prônaient le partage des coûts, c'était de dire, quand on a payé un peu pour avoir un produit, on l'utilise plus et mieux. Et c'est pas ce que ça montre. L'étude, elle est intéressante. Donc, l'étude, elle montre que le coût, le fait de devoir payer, ça a une influence directe sur la proportion de gens qui vont faire l'acquisition du produit. OK, ça, c'est assez clair. C'est un premier résultat. Donc, vous voyez que quand on n'est qu'à 40% de gens qui font l'acquisition du produit, par définition, il y en a 60% qui ne l'utilisent pas, puisqu'ils ne l'ont pas. Donc ça, si vous n'avez pas la moustiquaire, vous ne pouvez pas l'utiliser. Si parmi ceux qui l'ont acquise, ici, on va avoir 100% des gens qui vont l'avoir, ici, on va en avoir que 40%. Donc ça c'est acté. Mais la deuxième question que posait l'étude, c'est parmi les gens qui en font l'acquisition, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que le fait de l'avoir donné gratuitement change quelque chose à l'utilisation? Et la combinaison des deux graphiques, elle vous dit qu'en termes de santé publique, vous avez très envie qu'on soit dans la gratuité. Parce que quand vous êtes dans la gratuité, vous êtes une situation où tout le monde a la moustiquaire et où 60% et quelques des gens l'utilisent. Tandis que quand vous êtes à 40 shillings, vous êtes dans une situation où vous avez 40% des gens qui ont la moustiquaire et 70% qui l'utilisent. En termes de santé publique, la situation optimale, c'est celle-là. Tout le monde prend la moustiquaire et 60%, un peu plus de 60% l'utilisent. Ok, alors je vais continuer un petit peu sur la méthodologie rapidement. Un petit rappel, on utilise le mot évaluation pour des choses très différentes. On commence à parler d'évaluation dès la phase d'identification des besoins. Quand on est à l'analyse d'une situation, on dit il faut évaluer les besoins. Donc, qui est une partie où on se demande quel est le problème. On parle d'évaluation quand on commence à envisager les réponses. Donc là, on est encore avant d'avoir fait quoi que ce soit. On commence à envisager les réponses et les liens de causalité potentiels entre une intervention et son résultat.
généralement, le plus souvent, quand on parle d'évaluation, on pense à une évaluation de processus. C'est-à-dire qu'on va se poser la question de est-ce que le programme fonctionne comme prévu? Est-ce que j'avais prévu de voilà, distribuer des moustiquaires? Est-ce que c'est effectivement ce qui se passe? Est-ce que les gens reçoivent les moustiquaires? Est-ce que les activités que j'avais prévues se déroulent? Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie évaluation d'impact. Donc là, on n'est pas dans la question de savoir si ce qu'on avait prévu de faire est fait. On est dans la question de savoir dans quelle mesure les objectifs ont été atteints, qu'est-ce qui a changé dans la vie des gens et avec quelle magnitude. On est dans une logique de mesurer le changement. Et c'est à la suite de ça qu'on peut, sur la base des résultats d'une évaluation d'impact et aussi une comptabilisation des coûts des programmes, faire une analyse coût-efficacité qui permet de comparer les programmes entre eux. Donc, quand on est là, en l'occurrence, les évaluations peuvent répondre à différents types de questions. Elles peuvent répondre à des questions de nature plutôt prospective, qu'est-ce qu'on veut faire? Des questions plutôt descriptives, qu'est-ce qui s'est passé? Et des questions causales. L'évaluation d'impact, elle est sur une logique d'établissement de causalité et de changement qu'on veut mesurer. Donc, très rapidement, l'impact, on le définit comme ça, en disant c'est la différence au même moment dans le temps entre ce qui s'est passé avec mon programme, avec ce que j'ai fait, et ce qui serait passé sans le programme. C'est ça l'impact du programme. Du coup, visuellement, imaginez qu'on est dans une campagne de... Donc là, ce que vous voyez, c'est l'évolution d'un taux de vaccination. Et on est dans une situation où on lance une campagne d'incitation à la vaccination. Et on voit un taux qui évolue. Donc, on mesurait le taux de vaccination de la population avant. On continue à le mesurer après le lancement de la campagne. Généralement, très souvent, malheureusement, on pense que l'impact de ma campagne de vaccination, ça va être la différence entre la situation initiale et la situation où on est à la fin. Donc là, très souvent, malheureusement, les gens ont tendance à penser que c'est ça une mesure d'impact. On fait une comparaison avant-après et on compare là où on en est à la fin et là par rapport à là où on en était au début et on dit, ben voilà, ma campagne de vaccination a fait que le taux de vaccination a augmenté de temps. C'est faire une hypothèse extrêmement forte, risquée et généralement fausse, qui est de considérer que si ma campagne n'avait pas eu lieu, la situation serait restée la même. C'est-à-dire qu'on considère que sans moi, les choses seraient restées stables et que mon taux de vaccination n'aurait pas changé. C'est ça ce qu'on dit quand on compare la situation initiale et la situation finale, c'est de faire cette hypothèse qu'il n'y aurait eu aucune modification sans ma campagne d'incitation à la vaccination. Et c'est une hypothèse qui est plus que risquée, c'est très improbable. Il y a très peu de raisons, il faudrait beaucoup de chance pour que la situation se fiche dans le temps sans votre campagne d'incitation à la vaccination. Un scénario tout aussi possible, je ne sais pas s'il est plus probable, moins probable, ça aurait été au contraire que ça continue d'évoluer un peu sur la même tendance que ce qu'il y avait avant. Mais si ça se trouve, vous étiez dans une période où, pour d'autres raisons, il y aurait eu un boom de la vaccination parce qu'il y a une émission de télé qui en fait la promotion et les gens se le partagent sur les réseaux sociaux et ça devient hyper à la mode d'aller faire vacciner son enfant. Et en fait, votre campagne officielle, vue avec un peu de suspicion, a plutôt un effet contre-productif. Il y aurait eu un mouvement un peu naturel de la population vers la vaccination et votre campagne a eu plutôt tendance à le tempérer et le faire diminuer. Donc tout ça, on n'en sait rien. C'est-à-dire c'est des scénarios que je donne. Vous pouvez avoir un quatrième scénario, c'est qu'au contraire, vous êtes une période où le scepticisme anti-vaccin est à la mode et que sans votre campagne de vaccination, le taux aurait même décru. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'en sait rien. Et qu'on ne peut pas juste se fier sur l'information donnée par la situation initiale. Il va falloir être en mesure de reconstituer, de comprendre
ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu ma campagne de vaccination. Et là, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas revenir dans le temps et revivre un monde sans la campagne. On ne peut pas se séparer en deux univers parallèles où il y aurait dans un univers une campagne de vaccination et dans l'autre pas de campagne de vaccination. On est dans un problème typique d'information manquante. Soit la campagne a eu lieu et on peut observer ce qui s'est passé avec la campagne, soit elle n'a pas eu lieu et on peut observer ce qui s'est passé sans la campagne, mais on ne peut pas observer les deux états du monde en même temps. Donc, c'est tout ce qu'on... C'est le challenge de l'évaluation d'impact, c'est on a besoin d'un groupe de comparaison et il faut qu'on puisse reconstituer ce qu'on appelle le scénario contrefactuel, c'est-à-dire ce qui serait passé si mon programme n'avait pas eu lieu. Donc, on essaie de trouver le groupe de comparaison le plus fiable possible. On peut séparer les façons de s'y prendre. Alors là, on va vraiment rentrer dans la méthodologie et je vais faire au plus simple et que nos amis de l'ENSA m'excusent, mais on peut séparer en méthode expérimentale et méthode non expérimentale. Donc la méthode expérimentale dont je dirai un mot après, c'est les évaluations aléatoires où on va construire un groupe témoin. Alors que les méthodes non expérimentales, on cherche à identifier, à trouver un groupe qui est le plus comparable possible, mais sans le construire par protocole expérimental. Par exemple, dans les méthodes expérimentales, vous avez des choses très basiques, généralement pas très fiables, qui vont être de comparer avec la région d'à côté. Alors quand on le fait dans une présentation comme ça fait toujours marrer tout le monde. Hein. Dans un cours, on dit oui, voilà, on compare la région de Busia au Kenya avec la province d'à côté pour voir l'impact du programme qui a eu lieu à Busia. Tout le monde rigole parce que c'est évidemment, ça n'a pas l'air très rigoureux comme approche, à juste titre, mais dans la réalité, c'est ce qui se fait tout le temps. Hein. Le avant-après et la différence simple, si vous travaillez dans une structure, dans une organisation, dans une administration, vous vous rendez compte que c'est les méthodes, entre guillemets, les plus communément utilisées pour savoir si ce qu'on fait marche ou marche pas. Hein. Donc, ça a l'air un peu simpliste, mais c'est malheureusement très souvent utilisé. Et évidemment, ensuite, vous avez des méthodes statistiques beaucoup plus complexes où on va essayer de faire en sorte que les deux groupes soient le plus comparables possible. Donc, ce que je vous disais sur la différence simple, on compare le groupe test et le groupe témoin qui sont pris sur une base géographique. Le risque de biais est évident. Il y a toutes les chances que les deux régions aient des caractéristiques différentes et qu'on ne puisse pas comparer ce qui se passe dans l'une avec ce qui se passe dans l'autre. Les méthodes statistiques plus complexes, que ce soit du matching ou autre, l'idée, ça va être de pouvoir construire un groupe test et un groupe témoin, enfin pas construire, de pouvoir reconstituer un groupe témoin qui ait les mêmes caractéristiques observables. Donc on va prendre une série de caractéristiques. Alors là, on parle de santé, donc ça peut être des questions de âge, taille, poids, etc. Donc on a une population cible qui est mon groupe test, et on va essayer de trouver une population qui va servir de groupe de comparaison qui a les mêmes caractéristiques observables. Il y a différentes façons de le faire, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est ça l'idée. Le gros problème, la grosse faiblesse de tout ça, quand on fait du matching statistique par exemple, ça va être les variables non observables. Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas avoir 40 000 variables, et en particulier, alors déjà parce que vous êtes limité par ce que vous pouvez faire techniquement, vous avez un nombre de variables, il faut que ça reste raisonnable, quoi. Mais surtout, il y a des choses que vous ne pouvez pas observer, quoi, et qui peuvent avoir une incidence extrêmement importante. Par exemple, là, on parle de santé publique, c'est-à-dire que si vous avez dans votre groupe test des gens qui ont le même âge moyen, la même taille moyenne, le même poids moyen que le groupe témoin, mais par contre, il y en a qui sont une confiance moyenne très élevée dans les institutions, et d'autres, il se trouve que les gens que vous avez trouvés, dont vous pensez qu'ils sont comparables aux autres, mais eux, ils ont une confiance moyenne très faible dans les institutions, vous vous rendez bien compte qu'en termes de santé publique, de santé préventive par exemple, ça va complètement changer la réaction potentielle des gens. Donc il ne suffit pas d'avoir un certain nombre de caractéristiques observables similaires pour être similaires en tout. Et ça, c'est une limitation théorique, hein, théorique dans le sens par construction, de base des méthodes qui s'appuient sur un certain nombre de variables observables pour essayer d'identifier un groupe de comparaison similaire au groupe test. L'approche expérimentale,
elle ne se préoccupe pas de ça, en fait. Elle va se servir du fait que quand on a un échantillon suffisamment grand, si on se sépare en 2 groupes, la probabilité que les groupes soient en moyenne identiques est à peu près nulle. C'est-à-dire que si on prend les âges, les revenus, les convictions, un certain nombre de choses, quelles que soient les variables qu'on retient dans l'analyse de nos groupes, il y a fort à parier qu'on aura des différences importantes entre nos groupes parce qu'on est un échantillon très petit. En juin dernier, la première conférence qu'on a faite, première formation qu'on a faite en période Covid à JPAL, on a eu 1200 participants sur Zoom, online, comme ça. Et du coup, là, si on avait séparé aléatoirement ce groupe de 1200 personnes en 2 groupes de 600, on aurait eu en moyenne les mêmes caractéristiques dans les 2 groupes. Alors, j'insiste sur le en moyenne. Évidemment, si vous avez une personne qui mesure 2,20 m dans votre échantillon de 1200 personnes, il va être dans un des 2 groupes. Il est peu probable qu'il ne va pas y avoir une autre personne de 2,20 m qui va apparaître spontanément juste parce qu'on fait un tirage aléatoire. Mais cette différence, cet individu exceptionnel ne va pas suffire, si vous voulez, à déséquilibrer les moyennes. C'est-à-dire que les moyennes de taille vont être les mêmes, même s'il y a un individu exceptionnel dans un cas, et ça va être vrai aussi pour tout. Alors, bon, peut-être que pour la richesse, s'il y a Bill Gates qui assiste à la conférence, ça va être la limite de la méthode avec l'événement complètement exceptionnel. Mais sinon, de manière générale, vous allez avoir 2 groupes qui vont être en moyenne identiques. Et du coup, on va se servir de ça, de cette caractéristique qu'a le tirage au sort, appliqué à des échantillons suffisamment grands, pour attribuer, bon, c'est exactement le principe des essais cliniques en médecine ou en pharmacie, hein, un groupe va recevoir l'intervention et l'autre va servir de groupe de comparaison. Et là, on est sûr qu'on a 2 groupes qui sont identiques au départ et la seule différence qu'il y a entre eux, c'est le fait d'avoir été tiré au sort et alloué à un groupe ou à un autre. Alors, pour vous donner un petit exemple du protocole de base d'une évaluation aléatoire, imaginez que vous êtes toujours dans vos histoires de campagne de vaccination. Donc, la population totale, donc disons que c'est au Cameroun ici, la population totale, c'est l'ensemble des habitants du Cameroun, mais ce n'est pas votre population cible, parce que la population cible d'une campagne de vaccination, on va dire que c'est souvent les jeunes parents, par exemple. Donc, on va prendre comme population cible les jeunes parents camerounais, donc ça laisse du monde. Évidemment, tout le monde ne va pas rentrer dans votre expérimentation qui va servir à mesurer l'impact de votre campagne de vaccination. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont rester hors expérimentation et vont rentrer dans l'expérimentation, par exemple, un certain nombre de villages. Souvent, on randomise soit des individus, mais souvent on appelle des clusters, c'est-à-dire au niveau du groupe, ça peut être le foyer, ça peut être le village, ça peut même être la zone. Et c'est là que l'assignation aléatoire va intervenir, qui va répartir ces 500 villages en un groupe test de 250 villages et un groupe témoin de 250 villages. Alors, tout de suite, je précède 2 objections qui sont souvent faites. C'est vraiment le protocole de base. Dans la réalité, on peut avoir plus de groupes, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs groupes tests qui vont tester différentes variantes ou différentes interventions. On peut même avoir que des groupes tests sans réellement de groupes témoins et on peut ne pas avoir le même nombre de villages dans le groupe test et le groupe témoin. On peut avoir 300, 200, enfin bon, voilà. Ça ensuite, ça a d'autres implications, mais à ce stade, pour aujourd'hui, c'était juste le protocole de base. Donc ce type de protocole permet très simplement, vous vous rappelez au début, je vous ai dit l'impact du programme, il se mesure en comparant un monde où le programme a eu lieu avec un monde où il n'a pas eu lieu. Ben là, on va mesurer l'impact juste en comparant un certain nombre de variables dans le groupe test et dans le groupe témoin à la fin, évidemment, à la fin du programme, à la fin ou au milieu ou 10 ans après, etc. Mais au même moment dans le temps, entre le groupe test et le groupe témoin. Je pense que c'est tout pour la méthodo. Un petit mot des acteurs et des tendances, parce que je pense que c'est intéressant de resituer avec quelques données un peu larges. Donc déjà, ces approches-là ne sont pas nouvelles ni
du tout inventé par les chercheurs de JPAL. Il faut que les choses soient bien claires. Nous n'avons jamais prétendu la paternité sur les méthodes par assignation aléatoire. C'est parfois un mauvais procès qu'on nous fait, mais ça n'a jamais été le cas. C'est des choses qui ont été développées, imaginées dès le 19e siècle, où il y a des gens qui ont commencé à se dire que le tirage au sort était une bonne façon de pouvoir comparer des choses. Et probablement le boom conceptuel important, c'est en agriculture dans les années 20 avec un statisticien qui s'appelait Fisher, qui a commencé à répartir aléatoirement les plantations dans les parcelles pour mesurer l'impact d'approches en agriculture. Évidemment, le domaine de la santé, avec en particulier à partir de la Seconde Guerre mondiale, tout l'evidence-based medicine qui se développe et la nécessité d'avoir recours à des évaluations randomisées et des essais randomisés pour juger de la pertinence, en particulier des nouveaux médicaments. C'est une utilisation majeure de ce type d'approche. Mais les politiques sociales n'ont pas été en reste. Et dès les années 60, aux États-Unis, il y a de grands programmes sociaux, emploi, assistance aux personnes les plus démunies, qui vont utiliser ce type d'approche pour mesurer l'impact de ce qu'ils font. Ce qui a été un peu nouveau, et là où les chercheurs de JPAL ont contribué, c'est d'appliquer ces approches à l'aide au développement, et avec donc les différentes évaluations de Michael Kremer que j'ai déjà citées, le programme Progressa au Mexique, et à partir de 2000, beaucoup de choses qui ont été faites en Inde en éducation par Esther Duflo, Abhijit Banerjee. Bon, on a eu l'immense honneur, ça m'était difficile de ne pas le citer quand même, mais l'immense honneur l'année dernière d'obtenir c'est pas collectivement, hein, c'est Esther Duflo, Abhijit Banerjee et Michael Kremer ont obtenu le prix Nobel d'économie pour ces recherches-là. Et je pense que c'était assez emblématique, par-delà leur réussite individuelle, d'un mouvement, quoi. Il y a eu 20 ans de recherche fait par beaucoup d'autres en utilisant ces approches-là, et ça a été une reconnaissance qui témoigne de la maturité des choses. Un graphe que j'aime bien, que je trouve assez parlant, c'est l'augmentation du nombre de publications s'appuyant sur des évaluations aléatoires dans les revues économiques sur le développement. Vous voyez que c'était quelque chose de quand même très très marginal, voire inexistant dans les années 90. Il y a un premier frémissement, et là le nombre de publications annuelles est important. D'une part, ça ne veut pas dire que c'est évidemment la seule façon de construire un savoir valable, hein. Il y a plein d'autres façons de dire des choses intéressantes, y compris sur le développement. Et l'idée, c'est pas du tout que ces approches-là deviennent hégémoniques, mais c'est qu'elles occupent la juste place qui leur revient dans la construction du savoir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, dans le monde, vous avez des acteurs majeurs, vous avez beaucoup d'institutions de recherche. Donc, en plus de JPAL, vous avez un certain nombre de centres. Aux États-Unis, je vais peut-être citer uniquement les non américains. Donc, vous pourrez vous renseigner sur les Américains si ça vous intéresse. Mais l'ASE, c'est l'African School of Economics, qui est à Cotonou, au Bénin, qui est dirigé par un affilié JPAL, Leonard Van Chicon, béninois lui-même, et qui fait un travail assez remarquable sur la zone, sur l'Afrique de l'Ouest de manière générale. Il y a des centres européens majeurs. Le LIP, c'est à l'université Bocconi à Milan. C4ED, c'est à l'université de Mannheim en Allemagne, qui sont des grands promoteurs de ces approches, en particulier dans les contextes de développement. Les organisations internationales ont vraiment pris le pli de ce type d'approche. La Banque mondiale est un acteur majeur. Ils ont 2 départements. Le DIME, c'est un département sur l'évaluation d'impact en général, et le CIF, c'est le Strategic Impact Evaluation Fund, qui est un fonds finançant des dizaines de projets utilisant ces approches. Les gouvernements, que ce soit dans les pays à haut revenu ou à revenus bas et intermédiaires, ont un rôle absolument majeur, évidemment. On est sur des évaluations qui sont de grande taille, qui nécessitent des programmes assez importants. Donc, c'est souvent des
États qui sont derrière. Au Royaume-Uni, il y a tout un réseau de What Works Centers très intéressant par thématique. En France, on a eu le fonds d'expérimentation pour la jeunesse, qui a été aussi un dispositif important de test utilisant ces approches-là. Mais beaucoup de pays en Amérique latine, donc au sein du ministère de l'Éducation, il y a un laboratoire sur les approches expérimentales. Au Pérou, la Compass Commission au Chili et en Inde, énormément d'États fédérés qui promeuvent et utilisent ce type d'approche avec des agences bilatérales de développement comme FCDO, GIZ, un peu l'AFD qui le font aussi. Et peut-être juste mentionner 3IE, c'est l'initiative internationale pour l'évaluation d'impact. C'est un site très intéressant sur lequel vous pourrez trouver, en particulier, ils font des evidence gap maps, c'est-à-dire que par secteur, ils montrent le savoir qui existe et le savoir qui n'existe pas, et les questions sur lesquelles on n'a pas de réponse. C'est un site très riche et très intéressant, et ils sont aussi financeurs, c'est aussi un bailleur de la recherche sur le sujet. Voilà, c'était un petit point sur les acteurs et les tendances. On a un petit quart d'heure encore. Je vais juste faire ma dernière étude de cas et qui va amener à discuter de la question de la validité externe des résultats d'évaluation, qui est une question très importante qu'il faut appréhender dans les bons termes, je pense. Alors, toujours au Kenya, retour au Kenya. Fin des années 90 encore, on est dans une situation évidemment où le VIH continue à faire des ravages, et il y a la volonté de développer un curriculum national de prévention du sida donc dans les écoles, avec l'appui de l'UNICEF et une implication de la société civile. Donc ça, c'est on va dire le cadre général. Et du coup, le gouvernement kényan développe avec ses partenaires un contenu de formation qui doit être donné à des enseignants. Donc, en gros, on forme les profs et les profs ont la responsabilité de former les élèves sur la maladie, le mode de transmission, et c'est un message de type exhortation qui insiste sur l'abstinence avant le mariage, la fidélité, et voilà, c'est les deux axes principaux du discours de prévention, c'est abstinence, fidélité, et du coup, quasiment pas de mention des préservatifs et absolument pas de mention du choix du partenaire. On va voir pourquoi c'est important après. Donc c'est, on va dire, la situation de base, initiale, et c'est censé être introduit dans les écoles. Bon, donc comme je vous disais, on forme les enseignants et les enseignants informent les élèves. Il se trouve que 2 ans après la mise en application théorique, il y a un constat d'échec qui est fait. Donc là, on n'est pas dans l'évaluation d'impact, on est dans l'évaluation de processus. C'est juste que le programme n'a pas lieu ou a très peu lieu. Alors, il y a très peu d'enseignants qui font le boulot d'informer les élèves parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le truc, ils n'ont pas bien compris l'importance de leur rôle. Et bref, il y a un dispositif qui, comme souvent malheureusement, échoue non pas parce que l'idée n'était pas bonne, mais c'est juste parce qu'il est pas mis en œuvre. C'est donc une première choc de réalité. Du coup, le gouvernement kényan n'est pas content de ça, à juste titre, et d'autant plus que le constat d'un taux d'infection qui reste extrêmement élevé est fait. Et du coup, il y a la volonté d'expérimenter un curriculum renforcé avec enfin non, c'est pas le curriculum qui est renforcé, c'est la formation des enseignants qui est renforcée, ou c'est pas juste oui, ça serait bien, monsieur, que vous parliez de ça à vos élèves, c'est on vous forme pendant 5 jours, donc 5 jours, on est quand même sur du lourd, 5 jours pour que les enseignants s'approprient la formation, les matériaux, etc. Et du coup, l'évaluation qui est menée, c'est pour mesurer l'impact de cette formation renforcée, avec à la fois l'impact sur les enseignants, est-ce qu'ils vont changer leur pratique en termes de prévention sida, et aussi, en bout de ligne, évidemment, sur leurs élèves, pour voir si ça change quelque chose sur les comportements des élèves. Donc là, c'est une évaluation qui est menée par, donc on retrouve des noms que j'ai déjà cités, Esther Duflo, Pascaline Dupas et Michael Kremer, où sur 165 établissements, donc on va répartir aléatoirement
les établissements en un groupe test qui va recevoir la formation et un groupe témoin qui la reçoit pas, donc la formation des profs. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Alors, il y a toute une partie des mesures, je ne l'ai pas mis là, mais qui ont trait aux enseignants. Donc, qu'est-ce qu'ils ont changé dans leur pratique, etc. Donc, il y a une part qui est entre le processus et l'impact, où on va s'assurer que le programme se passe comme prévu. Mais en bout de chaîne, sur les élèves, en particulier les filles, on s'intéresse à un indicateur biologique qui sont les grossesses. Quand on est sur des échantillons comme ça, c'est difficile de prendre le taux de contamination VIH comme indicateur parce que heureusement, il est à des niveaux trop bas pour qui servent d'indicateur fiable. En revanche, les grossesses, on peut voir les taux de grossesse qui sont un proxy, quoi, une approximation qui donne une idée des rapports non protégés, parce que bon, ça, on parle de très jeunes filles, donc on est généralement sur de la grossesse non désirée et qui témoigne d'une, en tout cas par définition, c'est pas des jeunes filles, c'est des jeunes filles non mariées donc, qui témoignent d'une activité sexuelle non protégée. Et il y a aussi des indicateurs déclaratifs, donc on pose des questions, mais bon, sur ces questions-là, c'est toujours délicat d'obtenir des réponses qui soient à 100% fiables, parce qu'il y a des biais de désirabilité sociale ou des biais qu'on n'a pas envie de raconter la réalité de son activité sexuelle. Cette évaluation d'impact montre des résultats décevants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les enseignants ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils se sont formés, en termes de processus, il n'y a pas de problème, ils ont participé et ils ont mis en œuvre la campagne d'information. On a mesuré les connaissances, il y a clairement un impact sur les connaissances, puisque quand on faisait des tests auprès des échantillons, aussi bien des adolescentes du groupe test que du groupe témoin, et on voit que celles du groupe test avaient en moyenne des connaissances accrues sur le virus, sa transmission et les moyens de prévention. Des clubs de santé qui sont développés dans les établissements du groupe test, mais rien sur les comportements. En particulier, aucun impact sur le taux de grossesse des adolescents. Du coup, il y a eu la volonté de tester un nouveau message, d'essayer de voir si ce n'est pas la campagne d'information qui ne va pas. Et un nouveau curriculum a été développé avec le gouvernement et toujours cette ONG ICS, ONG hollandaise dont je vous avais parlé, qui s'appuie entre autres sur un film je vous ai mis le lien, vous pourrez aller le voir si vous voulez, de l'UNICEF, qui met en garde les adolescentes sur les relations transgénérationnelles, en particulier le phénomène qu'on appelle des sugar daddies au Kenya et dans pas mal de pays d'Afrique anglophone, dans certains pays francophones, on va appeler les sponsors, c'est les relations avec des hommes plus âgés qui peuvent donc, du fait de leur situation sociale et économique plus favorable, donner aux adolescentes des avantages matériels souvent. Et donc, c'est un outil de prévention particulièrement destiné à ça, pour alerter sur les risques qui peuvent être, pas nécessairement, mais qui peuvent être induits par ce type de relation. Et la campagne de prévention était aussi un peu plus large sur les moyens de prévention, c'est-à-dire que c'était toujours abstinence, fidélité, mais également une mention du préservatif. Et surtout, et c'est une information absolument importante, une présentation des différents taux de contamination par âge et par sexe. Parce que la réalité était celle-là, donc ça c'est ce qu'on leur a montré dans la campagne d'information, c'est la réalité de la contamination. Donc vous voyez, ici vous avez les pourcentages de gens positifs au VIH, ici les tranches d'âge et femmes et hommes. Et la réalité, c'est que les jeunes gens, donc les adolescents, étaient nettement moins contaminés, même si on voit déjà une différence importante entre les garçons et les filles, et qu'ensuite, en particulier si on focalise sur les hommes, on voit qu'un homme entre 25 et 29 ans avait beaucoup plus de risques d'être contaminé qu'un adolescent de 15 ans. Et la conscience de ça était à peu près nulle chez les jeunes filles kenyanes à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait à l'inverse une conviction tenace que c'était le contraire.
et que les garçons de leur âge étaient plus dangereux en termes de contamination VIH que les hommes plus âgés. Donc il y avait une information complètement fausse sur la réalité de la contamination par âge. Et là, on leur a rien dit, on leur a juste, voilà, on vous montre l'état de la réalité, ça c'est des chiffres qu'on a, et c'est ça l'information qu'on vous transmet. Ayez ça en tête au moment de choisir un partenaire sexuel. Le résultat était très intéressant. Donc là, quand on a introduit donc on a compliqué un peu le design, on a eu 2 groupes tests, on avait des établissements où il y avait cette nouvelle campagne avec un nouveau message. Donc les groupes qui aient eu pas d'informations du tout, donc ça c'est le groupe contrôle, ou avec la campagne traditionnelle abstinence, sont restés à un niveau de grossesse de 5,4% des adolescentes. Donc 5,4% des adolescentes avaient été tombées enceintes. Et dans le groupe qu'on va appeler Sugar Daddy, donc avec cette information sur les risques relatifs en fonction de l'âge des partenaires sexuels, on est tombé à 3,9% de grossesse. Et alors on se dit, bon, c'est que 1,5 point de pourcentage entre les deux, mais c'est 28%. On n'est pas très loin, on est plus d'un quart de réduction des grossesses pour cette tranche d'âge. Donc c'est un résultat énorme en fait. Et ça a un résultat qui montre que le message de prévention, il est déterminant. Ça montre plusieurs choses. Il y a plein. C'est une étude qui est riche. Donc, déjà, ça montre que l'information qu'on a une incidence sur le choix des partenaires sexuels. Ce n'est pas forcément un truc évident. Mais c'est surtout, ça montre que, et ça c'est confirmé par plein d'autres études sur l'information, c'est que le message doit être souvent simple, réaliste et contextualisé pour être efficace, et que les messages à portée très générale et qui montrent des comportements souvent trop difficiles à atteindre risquent de passer à côté parce que vous pouvez changer ce que les gens savent, mais vous n'allez pas impacter leur comportement. De manière intéressante, se pose la question de l'utilisation dans un autre contexte. Et ça, c'est une question de fond pour les évaluations d'impact. Il y a plein de gens qui les critiquent en disant « oui, bah, vous apprenez des choses locales, très bien, pour tel contexte, avec tel programme, mais vous ne construisez aucun savoir à portée générale. » Et c'est un enjeu évidemment majeur, parce que si c'est le cas, c'est un investissement qui n'est pas très intéressant. On investit des moyens et du temps pour des résultats qui sont d'utilisation trop limités. Notre conviction et notre certitude, je dirais, c'est que ce n'est pas le cas. On peut utiliser, mais ça ne se fait pas de façon automatique. Et c'est ce que je vais essayer. Je vais consacrer mes dernières minutes à essayer de vous montrer ça parce qu'il faut être prudent dans l'utilisation des résultats. Le cas qui est intéressant, c'est que mes collègues de JPAL Afrique, donc en 2013, donc quelques années après cette étude au Kenya sur les Sugar Daddies, une décennie plus tard, on va dire, sont contactés par le gouvernement rwandais qui voudrait que JPAL présente une gamme de programmes intéressants pour voir s'ils peuvent s'en inspirer pour faire leur politique sociale. Dans ce patchwork, enfin on va dire dans ce portfolio de programmes, il y a le programme, l'étude Sugar Daddies qui est présentée. Et les autorités rwandaises sont intéressées. Disent tiens, ça c'est peut-être un bon programme de prévention SIDA à faire chez nous aussi. Et du coup, se pose la question de est-ce que c'est une bonne idée de répliquer cette approche-là. Et heureusement, il y a une étude qui est menée par JPAL en partenariat avec les autorités rwandaises sur les conditions locales au Rwanda. Et cette étude montre à la fois des similitudes et des différences. En termes de similitudes, alors les taux d'infection au Rwanda sont beaucoup plus bas qu'au Kenya, de manière générale. Mais comme au Kenya, les hommes plus âgés sont plus infectés. Ce n'est pas au même niveau qu'au Kenya, mais il y a cette même différence entre, en gros, les adolescents de 15 ans sont nettement moins infectés que les hommes de 30. Comme au Kenya, il y a une proportion non négligeable. Je crois qu'au Kenya, c'était 16% des adolescentes qui avaient des relations sexuelles transgénérationnelles, donc avec des hommes nettement plus âgés qu'elles. Au Rwanda aussi, c'est une situation, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Hein. On a eu une étude sur le sujet au Cameroun et c'était moins de 4%, je crois, les adolescentes qui avaient des relations avec des hommes plus âgés. Donc, ce n'est pas du tout uniforme
dans tous les pays. Au Rwanda, c'était un phénomène qui existait aussi. Par contre, la différence majeure, c'était l'information qu'avaient les jeunes rwandaises. Là où les jeunes kenyanes avaient en moyenne la conviction que les hommes plus âgés étaient plus sûrs, étaient moins infectés, au Rwanda, c'était complètement l'inverse. Et il y avait une surestimation, mais alors complète. Elles pensaient que 20%, quand on leur demandait, à votre avis, c'est quoi le taux d'infection des hommes de 30 ans au VIH, elles disaient 20%, 25%, alors que dans la réalité, c'était plus de 3%. Quoi. Donc, elles avaient une surestimation par 10 du taux réel d'infection. Et du coup, comme vous pouvez vous en douter, ça a fait réfléchir sur la reproduction de ce programme. Parce que faire un programme de prévention qui est basé sur la présentation d'une information exacte du risque relatif, si vous donnez cette information-là à des jeunes Rwandaises qui surestiment beaucoup les taux d'infection des hommes plus âgés, vous avez un risque, c'est de leur faire passer le message, oui, en fait, vous pouvez y aller, c'est pas très dangereux. Vous êtes moins à risque que vous ne le croyiez auparavant. Donc évidemment, la décision qui a été prise par le gouvernement rwandais, appuyée par les chercheurs de JIPAL, c'était de dire cette campagne d'information-là, telle qu'elle a été menée au Kenya, n'est pas pertinente pour le contexte rwandais. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas pertinente dans l'absolu, qu'elle n'est pas pertinente dans d'autres contextes, mais dans le contexte rwandais, elle ne l'était pas. Et là, ça nous fait rentrer dans la réalité de l'action publique éclairée et de l'evidence-based policy, c'est qu'il faut être concret et ancré dans la réalité pour faire les choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse bonne à tous les contextes et partout. Il faut savoir, s'appuyer sur du savoir qui est produit, mais le recontextualiser. Et on essaye de résumer ça, de montrer ça en se disant que les approches simplistes qui disent, ben voilà, pour diminuer les pratiques sexuelles à risque, il faut informer les gens sur le risque relatif. Ben non, ça va être très vrai dans certains contextes, ça va moins l'être dans d'autres. Il faut avoir une approche beaucoup plus fine, on dit ouvrir la boîte noire, c'est-à-dire qu'il faut à la fois connaître les conditions locales, avoir une information robuste sur les comportements généraux, avoir de l'information sur les conditions de mise en œuvre pour pouvoir être raisonnablement optimiste sur le résultat final. Donc si vous êtes dans des situations où les conditions locales sont qu'il y a une existence de relations transgénérationnelles et une sous-estimation de la contamination des hommes plus âgés, ce qui n'était pas le cas là, en l'occurrence au Rwanda, vous avez les conditions locales qui sont pertinentes. Si vous avez, et c'est le cas maintenant, cette étude-là contribue à construire un savoir qui montre qu'on est sensible à ce type d'informations-là et qu'on va faire des choix de partenaires, que c'est tout à fait envisageable que les adolescentes changent leur choix de relation en fonction de l'information qu'elles ont. Si ça tient, à ce moment, c'est envisageable. Mais il faut aussi s'interroger, et ça c'est un peu un autre aspect, sur les conditions de mise en œuvre. Est-ce que ce que j'ai appris avec une ONG au Kenya, ça va marcher si c'est mis en œuvre par un ministère de la Santé? Est-ce que si l'information elle est donnée par des consultants extérieurs, ça va marcher de la même façon que si c'est donné par les enseignants du système scolaire? Donc tout ça, ça doit être pris en compte pour faire des choix éclairés. Il n'y a pas de solution miracle, hein. On n'est jamais dans un monde simple où on a une bonne réponse à la question. On est dans un monde complexe où on a des éléments d'information qui permettent de faire des choix mieux informés en matière de politique publique. Voilà, j'en arrive à ma conclusion en quelques mots. Hein. Ces évaluations d'impact randomisées sont un outil puissant pour expérimenter, pour tester des nouvelles idées, pour valider des innovations. L'idée, ce n'est pas de tout évaluer comme ça. Il y a besoin d'être sélectif. C'est plus un outil d'expérimentation que d'évaluation, en fait, pour moi. C'est un outil qui permet de répondre à un certain nombre de questions pour lesquelles on a besoin d'avoir des réponses. Et notre conviction profonde à JIPAL, c'est que l'aide au développement devrait beaucoup servir à ça, plus servir à ça. Les gouvernements nationaux sont souvent contraints financièrement, ont des ressources limitées, et c'est difficile de dégager des ressources de l'action pour l'orienter vers l'expérimentation de solutions innovantes. Mais l'aide au développement public et privé peut servir à justement permettre à tester les approches et vérifier ce qu'on fait avant de le faire à plus grande échelle. Voilà, je vous remercie. On a fini le temps, mais je suis disponible si vous avez encore des questions.